Retour sur la responsabilité du fait d'une frite. Arrêt du TGI de Reims, 17 décembre 2008. Le 17 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Reims a rendu un jugement très médiatique à propos d'un accident de frite, soulevant de nombreuses interrogations sur le domaine d'application de la responsabilité du fait des choses. Les faits de cette sombre histoire sont très simples. Le 22 décembre 2007, Madame X chute en entrant dans les locaux d'un établissement de restauration rapide de Reims. Madame X soutient que cette chute est due à la présence d'une frite à l'entrée du magasin sur laquelle elle aurait glissé. Sa chute lui ayant causé de nombreux dommages, elle introduit une action en justice contre la chaîne de restauration rapide pour obtenir d'importants dommages et intérêts. À l'appui de ses prétentions, Madame X se fonde sur la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du Code civil. Au terme de cet article, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore du dommage qui résulte du fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde. Ce choix s'explique par le fait qu'il est en principe plus aisé d'obtenir réparation sur le fondement de l'article 1384 que de l'article 1382. La responsabilité du fait des choses étant une responsabilité sans faute. Cette démarche est d'autant plus sensée que l'article 1384 a déjà fondé la responsabilité de nombreux magasins ou restaurants, à la suite de chutes de clients sur des substances aussi diverses que des feuilles de salade, du miel ou des épluchures de poireaux. Juridiquement, le magasin est donc responsable de son sol et de tous les détritus pouvant s'y trouver. Madame X devait prouver qu'il y avait une frite sur le sol et que c'est bien cette frite qui a causé sa chute et ses blessures. Or, elle ne dispose pour cela que du témoignage de sa sœur et d'un constat d'huissier effectué 1 mois après l'accident et qui ne faisait que constater la présence de 2 morceaux de pommes de terre collés sous une chaussure. Malheureusement pour elle, les éléments présentés au tribunal ne suffiront pas à emporter sa conviction et Madame X sera donc déboutée pour défaut de preuves. Mais nous en saurons plus dans quelques mois puisque Madame X a décidé d'interjeter appel du jugement du TGI de Reims. D'ici là, Madame X aura-t-elle retrouvé la frite ? Il court, le délai de forclusion. Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 janvier 2009. La spécificité du compte courant ne peut faire échec aux règles d'ordre public relatives au crédit à la consommation, en l'occurrence l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Dans cette affaire, des époux concluent un prêt auprès d'une banque remboursable par prélèvement sur leur compte courant, conclu le même jour. Par la suite, ils concluent une convention de découvert autorisée sur ce même compte. La banque ne réagit pas au premier incident de paiement, mais attend la clôture du compte courant pour les actionnaires en paiement, laquelle intervient plus de 2 ans après le dit incident. L'arrêt de la Cour d'appel est cassé pour avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du délai biennal de forclusion. S'agissant de l'octroi de découvert, le point de départ est constitué par l'inscription en compte, courant ou non, d'une somme dépassant le montant du découvert autorisé. L'inscription en compte courant ne saurait faire échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au droit de la consommation. C'est donc plus la nature du crédit qui compte que son support. Entrée en vigueur de la SAS, nouvelle formule. Loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Pour rendre la société anonyme simplifiée plus attractive pour les PME, la SAS à 1 € devient possible. Des apports en industrie sont autorisés. Un commissaire aux comptes peut devenir facultatif. L'article R 227-1 du Code de commerce, créé par le décret du 25 février 2009, précise les conditions
dans lesquels la désignation d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire en application du même code. Par ailleurs, la SAS unipersonnelle connaît les mêmes mesures de simplification que la SARL en matière de publicité. Voici donc une société anonyme de plus en plus simplifiée. L'intrusion dans un lieu culturel ou historique désormais sanctionnée. Décret du 19 décembre 2008. Avis aux fêtards ou aux auteurs de paris stupides. Un décret du 19 décembre 2008, publié au journal officiel du 26 décembre, crée une nouvelle contravention, celle d'intrusion dans les lieux historiques ou culturels. Sont visés divers lieux publics ou privés assurant une mission d'intérêt général, tels que musées ou bibliothèques. Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'un de ces lieux dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente est constitutif de la contravention d'intrusion. La Cour de cassation et l'homophobie. Arrêt de la Chambre criminelle du 12 novembre 2008. Sous couvert de la liberté d'expression, il paraît loisible à chacun de tenir des propos pour le moins rabaissants à l'encontre des homosexuels sans craindre de commettre le délit d'injure. Car là était le cœur de l'affaire qui donna lieu à l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 novembre 2008. Les propos litigieux tenus par le député Van Est, qui déclara hors hémicycle « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité », ne sont pas constitutifs du délit d'injure au sens de la loi du 30 décembre 2004, mais constituent seulement l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Responsabilité de l'État français dans la déportation des victimes des persécutions antisémites. Avis du Conseil d'État du 16 février 2009. L'Assemblée du contentieux du Conseil d'État a solennellement reconnu, dans un avis du 16 février dernier, la responsabilité de l'État français résultant des persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en précisant que les différentes mesures prises depuis, tant sur le plan financier que symbolique, ont réparé autant qu'il était possible l'ensemble des préjudices. Alors qu'environ 400 recours en indemnisation du préjudice subis par les proches des victimes de la déportation sont actuellement pendants devant les juridictions du Fonds, on peut légitimement supposer qu'aucune réparation pécuniaire ne sera désormais accordée. La Picardie ne disparaîtra pas forcément. Rapport au président de la République du 5 mars 2009, il est temps de décider. La Picardie ne disparaîtra pas si elle ne le souhaite pas. En effet, le rapport du comité Balladur remis au président de la République préconise, parmi ses 20 propositions, un rapprochement des régions, mais sur la base du volontariat. Affaire à suivre cet été, lorsque le projet de loi sera déposé.